Alors, je vous ai présenté succinctement, je vais faire les présentations évidemment de manière un peu plus poussée. Yves Verhoeven, sous-directeur stratégie à l'ANSSI, Yann Bourgeaud, directeur de la transformation digitale et de la cybersécurité chez Schneider Electric, Anne Le Henorf, députée de la première circonscription du Morbihan, vice-présidente du groupe d'études économie et souveraineté numérique à l'Assemblée nationale. On en parlait justement de cette attaque à l'Assemblée. Et puis Olivier Dellenbach, fondateur et président de Chaps Vision. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Anne Le Henorf, c'est peut-être à vous que je voudrais poser la première question, parce que je crois que votre implication, elle commence sur les territoires, chez vous, à Vannes. Je crois que ça date de 2008, hein, si j'ai les bonnes dates. Lorsque certains s'en souviennent, en tout cas, la prise de conscience, elle est peut-être un peu plus poussée à ce moment-là. La mairie de Vannes a été cyberattaquée. C'est vraiment ça qui a provoqué un déclic, si j'ose dire, chez vous. Vous vous êtes dit, on n'est pas suffisamment protégé. Je vais vous donner un micro et l'allumer peut-être, ce sera mieux. Voilà. Merci. Ça fonctionne. Bonjour. Non, ça ne fonctionne pas. Ah, il faut surtout pas toucher les micros, me dit-on. Donc, ils sont déjà allumés. Hop. Alors, je vais l'éteindre. Est-ce que ça marche? Oui, ça ne clignote plus. Bonjour. Oui, effectivement, c'était pas 2008. Moi, je suis adjointe au numérique à Vannes et au système d'information en 2008. Par contre, la cyberattaque que la ville de Vannes a vécue, c'était en février 2015. Et c'était le début, finalement, des cyberattaques contre les collectivités locales. Madame Lester en a parlé tout à l'heure. On se demande parfois pourquoi on nous cyberattaque. L'artisan d'art. Eh bien, honnêtement, en tant qu'adjointe en charge du numérique des systèmes d'information depuis de nombreuses années, le jour où on a été cyberattaqué et que la directrice des systèmes d'information m'a donc indiqué que, pour l'instant, jusqu'à présent, elle ne m'en avait jamais parlé parce qu'ils avaient réussi à la DSI à gérer la situation, mais que ce jour-là, elle m'en a parlé puisqu'elle s'est dit que la prochaine fois, nos systèmes craqueraient tout simplement et que la ville de Vannes serait dans l'impossibilité de fonctionner. Et est-ce qu'il y avait autour de vous des acteurs locaux, nationaux, pour vous aider à réparer et surtout peut-être à bâtir une première ligne de défense ? Alors, moi, je rends hommage, bien sûr, aux ingénieurs et aux techniciens de la ville de Vannes. Par contre, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit que nous avions eu beaucoup de chance et qu'on a, avec l'accord du maire de Vannes, David Robot, mais également du DGS, je dirais que ça a été une double implication nécessaire, puisque la responsabilité pénale, c'est bien celle du maire. Ça a été de mettre à profit, finalement, notre mauvaise expérience. Puisqu'on s'en était plutôt bien tiré, on s'est dit que sans doute les voisins, ce ne serait pas forcément le cas. Et à partir du moment où on a décidé de mettre en place des moyens de rectifier la situation et de nous préparer à la prochaine cyberattaque majeure, j'ai décidé, avec l'accord du maire de Vannes, de porter la bonne parole. Et depuis, je n'ai jamais cessé, depuis 2015, comme aujourd'hui, mais ça peut être n'importe où, parler du fait que la cyberattaque va vous arriver et que peut-être si je vous partage mon expérience à Vannes, 57 000 habitants, peut-être que vous allez regarder ce sujet-là, vous les dirigeants, d'un petit peu plus près. Ou les maires, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi les collectivités, les associations, les hôpitaux, voilà. Alors justement, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Vous le disiez, il n'y a pas que les mairies, il y a les hôpitaux, il y a les entreprises. Tout le monde peut être concerné aujourd'hui par ces attaques, tout simplement parce que tout le monde a de la donnée, et parfois de la donnée sensible qui est hébergée chez des gens qui ne sont pas français, qui peuvent être américains, qui peuvent être aussi chinois. Est-ce que c'est ça aussi, pardon, et je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Yann Bourgeaud, je vous voyais acquiescer, ça pose problème. C'est ça essentiellement qui va nous fragiliser aujourd'hui. Alors, je pense... Vous dites qu'il ne faut pas... Allez, on ne les touche pas. Oui, bonjour. Donc effectivement, les données, c'est l'or noir aujourd'hui en termes de business. Donc juste rapidement, Schneider Electric, 200 usines dans le monde, 20 encore en France, plus de 20 000 employés en France. Donc nous sommes une entreprise française mais internationale. La donnée, c'est l'or noir du business. Donc la cybersécurité, pour nous, nous devons l'adresser plutôt comme un prérequis de cette transformation numérique et non pas comme une conséquence. Et ce qu'on se rend compte quand même au quotidien, c'est que potentiellement c'est adressé a posteriori dans les usines. Donc ça, c'est un vrai sujet.
Alors on pourrait parler de la cybersécurité du groupe Schneider globalement, mais là réellement le sujet business est important, c'est-à-dire l'impact sur les chaînes de fabrication. Quand une usine est à l'arrêt, on ne paye plus les salaires. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment en tout cas ce qui, je dirais, régit notre quotidien, comment on va sécuriser ces installations et ces 200 usines de par le monde, encore une fois dans 150 pays, et puis ensuite comment on va maintenir cette sécurité dans le temps. Donc la donnée sensible, qui est la donnée liée à la production, effectivement, savoir où est-ce qu'on va l'héberger, comment on va la traiter, comment on va l'utiliser pour en tirer de la valeur, c'est effectivement aujourd'hui très important pour des sociétés comme Schneider. Effectivement, savoir aussi où est-ce qu'elle est localisée, savoir qui en est bien propriétaire et que nous restions bien propriétaires, que nous n'ayons pas des soucis avec certains acteurs, et on pourra en parler longuement, qui, au travers effectivement de différentes réglementations, peuvent considérer que cette donnée leur appartient aussi. Donc on a effectivement ce sujet à adresser au sein d'un groupe comme Schneider aujourd'hui. Ouais, c'est un vrai problème, Yves Verhoeven. Vous avez un micro? Non, on va vous le faire passer. C'est vraiment ça qui est central aujourd'hui, c'est arriver à protéger ces données. C'est une partie de la problématique qui est adressée. Oui, effectivement, la donnée aujourd'hui, c'est quand même un des actifs numériques essentiels pour les entreprises, pour les administrations, pour les organisations en général. Non seulement c'est un élément de valeur qui mérite d'être protégé dans un certain nombre de cas, et chaque organisation doit faire son analyse de risque et connaître quelles sont ces données à protéger, face à qui, et du coup quelles mesures prendre par rapport à ça. Donc une analyse de risque est vraiment très importante à cet égard. Et puis par ailleurs, la donnée, c'est aussi ce qui permet de fonctionner au quotidien. Le jour où une entreprise, une administration, une collectivité sont atteints par un rançongiciel par exemple, et que les données ne sont plus accessibles, c'est l'activité qui s'arrête. Donc oui, aujourd'hui, on a un vrai sujet sur la protection de la donnée avec des moyens appropriés face aux différents types de risques. Alors, je parlais des hébergeurs étrangers, évidemment, ça n'est pas un hasard, parce qu'on s'est fixé, ici en France, un objectif de soutenir la filière, de renforcer l'innovation, de faire émerger des licornes tricolores, de défendre en fait cette souveraineté nationale. Dans les 2 ans, je crois, l'objectif chiffré, c'est de tripler le chiffre d'affaires pour atteindre 25 milliards d'euros. Comment on y parvient? Quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour accélérer finalement cette souveraineté numérique nationale? Olivier Delambach. Je pense assez simplement. Non, ça fonctionne. Assez simplement, en fait, il suffit que les entreprises qui sont devant... Assez simplement, je pense, il suffit que les entreprises qui sont devant nous, que les services de l'État qui sont devant nous achètent les produits à ces entreprises. C'est la solution très simple, en fait. On se pose toujours la question de savoir comment créer un grand éditeur dans le monde du logiciel en France, très simplement en s'appuyant sur des clients français qui acceptent de leur faire confiance. Et alors, attendez, ça c'est QFD, évidemment. Il faut acheter français, mais est-ce qu'on a les acteurs à qui acheter aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont suffisamment gros? Est-ce qu'on leur fait suffisamment confiance? Est-ce que ça n'est pas ça la partie délicate du problème? C'est une histoire un peu de l'œuf et de la poule. C'est que si vous ne signez pas avec eux, ils n'ont peu de chances de devenir très gros. J'avais une anecdote qui m'amusait toujours, le nombre de clients que j'ai rencontrés souvent qui me disaient « je serai votre deuxième client ». C'est pas très utile pour pouvoir se développer rapidement. Non, je pense que les entreprises et les services d'État doivent faire le job, doivent comprendre que c'est un intérêt vital pour eux qu'émergent des acteurs souverains pour les protéger, et que si elles ne font pas cette partie du travail, il n'y aura pas d'éditeurs et de solutions souveraine française et européenne, et donc on deviendra juste un vassal au sens strict du terme, c'est-à-dire on ira chercher la protection du seigneur américain en fait. Alors justement, Yann Bourgeault, chez Schneider, comment vous faites? Quelle est la politique qui est mise en place en la matière? Est-ce que avant de confier un marché, vous cherchez, notamment dans l'OT, est-ce que vous cherchez systématiquement s'il y a des solutions françaises avant de faire appel peut-être à des solutions étrangères? Je vais prendre quelques exemples pour le coup et citer des sociétés que la plupart d'entre vous connaissent. On a eu la chance et on a des startups qui ont bien grandi dans la cyber industrielle notamment.
On a aidé une société comme Centrio à grandir sur cette détection d'intrusion. On leur a ouvert nos labs, ils sont venus capturer tout un tas d'informations. On a commencé à les installer dans nos usines et mes équipes, et on a déployé dans un certain nombre d'usines en France. Et puis Centrio a été racheté par Cisco. Je me souviens que Naval Group s'est posé la question lorsque ces fameuses sondes se sont installées dans des sous-marins et autres, hein, donc avec ce côté américain. Donc effectivement, on a des pépites. Les industriels, on a fait le job. Clairement, on avait mis Centrio dans la plupart de nos usines, et puis on a dû revenir en arrière. Donc ça, c'est un premier exemple. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne continue pas. On continue avec encore d'autres acteurs. Je pense à, par exemple, Walix, qui est pour nous un acteur qu'on accompagne. Quand je dis on accompagne, c'est qu'il n'y a pas de prise de participation, ce n'est pas le sujet, mais c'est réellement si la solution fait le job et qu'elle est française, alors nous, Schneider Electric, en tout cas en ce qui me concerne, et ensuite globalement dans l'ensemble des usines, puisqu'on valide les solutions notamment en France et en Europe, on essaie ensuite de déployer plus globalement. Et donc on accompagne de manière opérationnelle des sociétés comme cela qui vont, si elles font le job, pouvoir être exportées globalement. C'est un premier exemple. Notre exemple, c'est que une société comme Schneider Electric, elle est aussi dotée de fonds d'investissement, et donc on incube un certain nombre de sociétés, on accompagne. Il faut qu'on accélère sur la dimension cyber pour le coup aussi. Ces pépites doivent devenir des licornes, elles doivent rester françaises. C'est sûr que si elles sont rachetées par des Chinois ou des Américains, on aura un souci par rapport à ça. Mais on a vraiment tout ce qu'il faut en France et les solutions sont là pour pérenniser cette filière cyber-indus en tout cas. Je vous vois vouloir réagir, Olivier. Oui, juste pour dire, enfin, une entreprise est toujours, j'ai toujours une tendance à dire que le chef d'entreprise est toujours l'esclave de quelqu'un en fait. Et vous avez deux esclaves naturels pour un chef d'entreprise, c'est ses investisseurs ou ses clients. Quand votre maître, c'est les investisseurs, vous n'êtes pas maître de votre destin. Et effectivement, à un moment donné, les investisseurs, surtout s'ils sont internationaux, souhaiteront vendre. Et souvent, les meilleurs offrants sont américains. Donc là aussi, je suis désolé, mais la meilleure solution, c'est d'être l'esclave de ses clients, qui eux, effectivement, vous imposeront de rester français et souverain. Et pour être l'esclave de ses clients, il faut juste que ces clients signent avec eux des gros contrats. Je voudrais qu'on donne la parole à Yves Verhoeven et à Anne Le Henaf sur cette question justement du passage à l'échelle finalement des sociétés, parce qu'on s'aperçoit qu'on a des pépites françaises. Finalement, si personne ne leur fait confiance, elles ont du mal à grandir et donc du mal à s'imposer. Comment est-ce qu'on peut les soutenir? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour justement les imposer, entre guillemets, sur le marché de la cybersécurité? Alors, cette question est très très complexe. Premièrement, en termes d'achat public, on va dire, pour commencer. On est dans un monde où aujourd'hui, s'agissant de l'achat public, il est difficile de spécifier « je veux acheter français ». On a des textes européens, des traités commerciaux internationaux qui nous imposent à une ouverture de nos marchés publics à des tiers. Ceci étant, il ne faut pas être non plus complètement naïf et baisser les bras. C'est pas parce qu'on a ces obligations-là que rien ne peut être fait. Et en particulier récemment dans le cadre du plan de relance, le volet cybersécurité qui a été porté a amené de fait à financer très, très majoritairement des prestataires français sur le terrain et des fournisseurs de produits français, de fait. Donc on n'a pas spécifié qu'il fallait que tous ces acteurs économiques soient français, mais la réalité du terrain et de la mise en situation a abouti à ce constat qui, de notre point de vue, naturellement, est très positif. Donc ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, on peut au niveau européen aussi réussir à obtenir un certain nombre d'armes, un certain nombre de soutiens. Et je pense notamment en termes de financement, mais même au niveau des marchés européens, naturellement, les États peuvent soutenir les industriels nationaux pour obtenir un certain nombre de contrats sans biaiser quoi que ce soit. C'est juste en jouant le jeu des règles. Après, en termes de qu'est-ce qu'on peut imposer nous, c'est une question qui s'inscrit dans le cadre que j'évoquais, donc on ne peut pas imposer n'importe quoi, on n'a pas les mains complètement libres, mais à nouveau, il y a des choses qu'on peut faire. Ceci étant, il faut trouver un juste équilibre entre imposer des mesures et s'assurer qu'on ne va pas non plus générer des distorsions désagréables et pour les acheteurs et pour les offreurs. Et en particulier, il faut que l'offre
du marché, et si c'est des offres françaises, disons le marché français, sont en mesure de répondre aux besoins des acteurs auxquels on veut imposer d'acheter préférentiellement français. Donc il y a une subtile alchimie à créer entre faire émerger des acteurs qui sont capables de soutenir des demandes du marché et d'autre part, effectivement, orienter éventuellement de manière un petit peu forte l'achat vers ces acteurs-là. Anne Le Henhoff, je voudrais que vous réagissiez parce que effectivement c'est un travail que vous faites aussi au sein de du groupe d'études économie et souveraineté numérique à l'Assemblée, j'imagine. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les acteurs tricolores soient un peu plus musclés, un peu plus armés pour aller se battre sur le marché à l'international? Alors en fait, on a des atouts, hein, on le sait, on a des pépites, on a des sociétés qui ont émergé. Effectivement, le plan de relance, on a accompagné certains, il y en a qui travaillent sur ce sujet depuis des années. Après, il y a des tailles critiques, effectivement, qui fait que dans certains cas, c'est difficile de répondre à des marchés, notamment qu'ils soient d'État ou de grands groupes. Hein, M. Schneider l'a dit. Après, il y a effectivement aussi une position offensive, sans citer aucun pays, mais de certains pays en France qui, par des pratiques commerciales, notamment très offensives, la gratuité notamment, c'est le meilleur moyen de s'installer dans des organisations, s'ouvrent des marchés, des pans complets, notamment dans les TPE, PME, artisans, commerçants. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Et puis, parfois, la réglementation, comme les marchés publics, effectivement, nous interdisent de signifier l'origine géographique d'un produit. Eh bien, il faut le contourner. Je veux dire, en respectant la loi, et ça, c'est le rôle d'un parlementaire. C'est un des sujets, moi, en tout cas, sur lequel je me positionne. Nous l'avons fait, par exemple, sur les caméras intelligentes pour les JO 2024, dans l'article 7 que nous avons voté la semaine dernière, qui était extrêmement contraignante pour les entreprises françaises, parce qu'en France, on a un gros problème, on est plus royaliste que le roi. Et donc, quand il y a des réglementations européennes, généralement, malheureusement, on est très, je dirais, exigeant, et on le ratifie en France, mais avec des contraintes supplémentaires. Contraintes supplémentaires qui, par exemple, empêchaient aux entreprises françaises, aux TPE, PME, de répondre au marché public que l'État va passer pour les caméras intelligentes, pour la protection des espaces publics dans le cadre des JO. On a levé cette contrainte-là en allégeant justement cette contrainte de telle sorte que, notamment sur la partie données à caractère personnel, données d'expérimentation qui ont permis de créer ces logiciels de vidéo intelligente, de lever cette contrainte pour que des sociétés françaises puissent y répondre. Voilà concrètement un exemple de ce que le législateur doit faire. Vous disiez on est plus royaliste que le roi en France. Je voudrais vous faire réagir, Olivier, parce que quand on a préparé ce rendez-vous, vous m'avez dit les Américains, eux, ils ne se posent pas de questions. Ils vont choisir systématiquement la solution américaine. Moi, je pense que c'est des sujets sur lesquels on est d'une naïveté. Alors, je ne sais pas si c'est naïveté, cynisme ou incompétence totale. Je pense que c'est souvent un mélange un peu des trois. La réalité, c'est que moi j'apprends ça à mes enfants. Hein, je dirais, choisir, c'est renoncer en fait. Et à un moment donné, il faut juste savoir à quoi on renonce. Entre la souveraineté et le mieux-disant technologique, les deux ne sont pas forcément conciliables. Donc là aussi, il faut faire un choix. La réalité, c'est que là où les Américains sont très forts d'un point de vue marketing, c'est de vous convaincre que vous avez absolument besoin du mieux-disant technologique en permanence. Alors, comme évidemment, ils sont les seuls à porter ce mieux-disant technologique, c'est QFD. Ah oui, mais j'ai choisi américain, de toute façon je n'avais pas le choix, il n'y a aucune solution alternative. D'accord ? Combien de fois, en fait, dans les grandes entreprises ou dans les services de l'État, une décision est prise au nom de ce grand argument. D'accord ? Mais la réalité, c'est que dans plein de cas, en fait, ce besoin est totalement artificiel. Il a été créé justement pour vous convaincre qu'il fallait acheter ce système-là. D'accord ? Et je pense que le plus gros enjeu auquel on aura à faire face dans les prochaines années, et l'arrivée de ChatGPT, dont on parle beaucoup de ce genre de choses, va poser exactement le problème. Est-ce que quelque part on accepte de renoncer à l'utilisation de ce système au nom de nos souverainetés, ou au contraire on devient le vassal absolu de toutes ces technologies américaines juste parce qu'on s'est laissé convaincre qu'en fait on n'avait pas le choix et qu'il fallait absolument les utiliser. Et dans la plupart des cas, je peux vous garantir que ce n'est pas le cas. On a des services de renseignement français. Moi j'avais rencontré un patron de service qui me disait « je préfère avoir un système moins disant mais que je maîtrise complètement ». Et il a bien raison en fait.
Anne Lenoff, je vous vois réagir. Ouais, simplement, je veux pas qu'on se positionne en France, si vous permettez, en position de victime éternelle. C'est-à-dire qu'on a tout sur notre territoire pour répondre aux attentes des acteurs français, tous. Moi, je défends aussi beaucoup l'idée de la dualité. On a des vraies compétences au niveau du ministère des Armées, par exemple. Les développements et les souhaits que le président de la République a exprimés, notamment sur la garde nationale, je pense qu'on a aussi des acteurs qu'il va falloir faire monter en présence, en compétences, pour notamment sensibiliser, accompagner les petits acteurs, parce que là, on parle des gros acteurs, des grosses entreprises. Mais le risque pour moi, en tant qu'élu local, que je reste malgré tout à Vannes, c'est les territoires. La France, c'est la multitude des acteurs du territoire. Donc, il y a les grands groupes, et je les sens armés. Ils sont capables, finalement, au niveau de la gouvernance, au plus haut niveau, de décider de mettre 10% de leur budget sur la cybersécurité. Un commerçant, un hôpital, une crèche, une mairie n'a pas cette capacité, parfois parce qu'elle est incompétente dans le domaine, elle n'a pas la connaissance. Donc moi je pense que la priorité, et on a pris beaucoup de retard en France, il va falloir qu'on rattrape ce retard de manière urgente, et peut-être que ça passera justement, je commence à le défendre vraiment sérieusement, alors que je ne le souhaitais pas avant, réglementer, c'est-à-dire imposer aux acteurs de monter en compétence sur la cybersécurité dans leurs organisations, qu'on aura ciblées évidemment, on ne va pas faire ça avec tout le monde, donc ça, pour que ça aille beaucoup plus vite, et les acteurs locaux, les professionnels de la cybersécurité, dans les territoires où, je dirais, labellisés, recommandés par l'ANSSI, par cybelmarveillance.gouv ou par les gendarmes qui font un travail extraordinaire sur les territoires justement, eh bien, nous permettront d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus vite, et de le faire de manière pragmatique, finalement, je dirais de manière ciblée auprès des organisations. Donc la solution, elle est aussi, si je vous suis bien, dans le soutien qu'on va apporter sur les territoires, aux plus petits, pas aux gros qui en ont peut-être moins besoin. Comment est-ce que vous faites, par exemple, quand un gros comme Schneider embarque dans ses usines, et vous en parliez tout à l'heure, pour résoudre ces problèmes, un plus petit, vous le faites, mais est-ce que ça peut faire boule de neige? Est-ce que ça peut inciter d'autres à faire de même? En gros, est-ce que vous montrez l'exemple en disant « moi je le fais, donc si Schneider prend ce risque-là sur ses usines, y compris à l'étranger, d'autres peuvent le faire aussi ». Oui, je pense que la vraie réponse, elle est aussi liée à l'accompagnement. On a aujourd'hui en France, et en ce qui nous concerne Schneider Electric, on a structuré un département, un service pour adresser finalement cette cybersécurité en mode conseil. Vous parliez analyse de risque. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait comme architecture qui serait soutenable d'un point de vue usine aux quatre coins de la planète, donc avec le plus possible de produits et de solutions françaises souveraines, et si ce n'est français, à minima européen. Et puis ensuite, on va s'engager globalement, c'est du end-to-end, pour s'assurer que cette sécurité, on va la maintenir dans le temps, parce qu'on oublie souvent que même dans une usine, derrière, elle va vivre cette donnée. Et tout ce qui est la phase run, tout ce qu'on appelle les services managés, aujourd'hui, c'est encore beaucoup du one-shot. On fait une action coup d'éclat, il y a une analyse de risque, peut-être, allez, on va mettre une solution technologique, mais derrière, cette cyber, elle n'est pas nécessairement, en tout cas c'est ce qu'on constate aujourd'hui chez nos pairs, finalement, dans l'ensemble des industriels avec lesquels on discute, c'est que la dimension a posteriori, après avoir déployé la solution, c'est encore réellement naissant, en tout cas dans le monde industriel. Donc oui, on montre l'exemple peut-être avec des plus petites sociétés qu'on a intégrées dans une sorte de canevas de solutions interopérables qu'on peut déployer dans nos usines. Mais c'est possible partout à l'international, ou vous avez des barrières parfois à l'entrée? On a quelques barrières à l'entrée où certaines solutions, même si elles sont françaises, ne sont pas nécessairement exportables, installables en Chine, aux États-Unis ou autres. Donc on a aussi malheureusement finalement cette problématique. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que quand on est une petite société, on n'a pas le bon réseau de distribution, le bon réseau de partenaires, le bon réseau d'intégrateurs aux quatre coins de la planète. Je vous le disais, nous on a 150 pays, donc on n'installe pas toutes les solutions que l'on souhaite en Inde ou autre, et donc effectivement les gros ont ce réseau, cette capillarité. Donc des fois les choix sont faits aussi, je dirais logiquement, parce que effectivement si j'ai besoin d'installer ce matériel dans telle usine à l'étranger, finalement j'ai pas le choix, j'ai tel acteur et tel acteur. Et est-ce que j'ai un acteur français? Non, il n'est pas distribué dans le pays. Donc ça c'est quand même un problème. Donc oui, il faut qu'on continue, et c'est moins vrai sur le logiciel, je dirais. Donc tout ce qui est solution cyber plutôt dématérialisée, on essaie d'imposer, si ce n'est français, à minima européen. Olivier, vous me disiez, c'est peut-être finalement un problème de modèle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, dans cette notion de modèle? Pour vous, qu'est-ce qu'il faut changer?
Je pense qu'il faut changer notre algorithme de développement d'entreprise dans le monde du logiciel. On essaye de copier un modèle américain qui marche très bien pour eux, mais qui est incapable de fonctionner en France. Aujourd'hui, il faut être un petit peu lucide. Regardons l'écosystème de start-up dans le monde de la cyber. On a un écosystème absolument époustouflant de micro-sociétés, quoi, ou de petites sociétés. Et je veux dire, bon, on peut s'en orgueillir et en être très fier, mais la réalité, c'est combien sont capables d'être dans 5 ou 10 ans des acteurs d'importance dans le monde? Probablement très peu, et celles qui le seront vraisemblablement en ayant été rachetées par un groupe américain. Et alors, comment vous avez fait, vous, par exemple, pour aller conquérir d'autres territoires? Vous avez racheté justement des sociétés à l'étranger, en Europe par exemple, pour pouvoir vous y implanter? En fait, l'idée, c'est que quand vous êtes dans un problème, soit vous voulez changer le système, soit vous essayez de fonctionner avec le système. Changer le système, j'en rêverais, mais ça, probablement, je ne le verrai pas. En 2093, oui, peut-être en 2093. Donc la seule solution, en fait, c'est s'adapter au système. Les grandes entreprises détestent travailler, elles adorent les petites entreprises, mais elles détestent travailler avec eux. En réalité, donc il faut être une grosse entreprise. Et le moyen le plus rapide d'être une grosse entreprise, c'est de faire de la consolidation. Donc aujourd'hui, nous, notre modèle, c'est de dire on est sur des enjeux stratégiques de traitement massif de la donnée. Ça touche des entreprises sur des sujets vraiment stratégiques. On n'a aucune chance d'y arriver en étant tout petit, donc soyons gros très très vite. Et le moyen d'être gros très vite, c'est de racheter plein de sociétés, de faire de la consolidation et de pouvoir présenter je dirais un modèle qui est acceptable pour une grande entreprise en Europe. C'est-à-dire lui présenter un acteur de confiance qui a la taille critique pour pouvoir traiter de sujets et qui est capable de l'accompagner partout dans le monde. Parce que là aussi, c'est un des enjeux souvent en fait, des petits acteurs. On vous dit « Ah oui, mais en France, on peut prendre le risque. » Mais jamais notre filiale à l'autre bout du monde n'acceptera de travailler avec une petite société française qui n'est pas présente. Alors comment on fait justement? Est-ce qu'on passe par des fonds? Est-ce qu'on demande aux très gros, effectivement, de venir, qui ont les reins plus solides, de venir accompagner les plus petites, d'être une sorte de task force de soutien pour les plus petites entreprises de la filière? Comment est-ce que ça peut fonctionner pour qu'il y ait ce fameux filet de sécurité qui permette le développement des plus petites? Qui veut répondre peut-être? Je ne sais pas où sont les micros. Volontiers, quelques mots pour réagir sur ce qui vient d'être dit. Au niveau de l'État, ce qui est clair, c'est qu'on essaye, autant que faire se peut, d'offrir un terrain de jeu le plus large possible pour le développement des entreprises. Et pour nous, le premier niveau le plus pertinent, c'est le niveau européen. Et force est de constater qu'aujourd'hui, se développer à l'échelle européenne, c'est quelque chose qui, visiblement, est compliqué. Et la stratégie de consolidation est une stratégie qui à ce stade marche. Donc on fait ce qu'on peut, nous, État, pour essayer de générer un marché qui soit le plus accessible, le plus plat. Et en particulier, on travaille avec les institutions européennes pour faire émerger de la certification de sécurité qui soit reconnue dans tous les États membres, qu'on n'ait pas des frontières, qu'on n'ait pas des barrières. Mais donc aujourd'hui, de fait, ça reste compliqué et on constate que trop peu d'entreprises françaises arrivent à utiliser ce marché européen comme un terrain de développement fort. Et ce n'est pas une critique quand je dis ça, c'est vraiment un constat très, très factuel. Au-delà de ça, ce qu'on tente de faire, c'est effectivement de mobiliser des fonds, notamment européens, principalement, et on essaie de ne pas faire preuve de naïveté de ce côté-là, pour le développement d'entreprises européennes. Et au travers du règlement qui a créé le Centre européen de compétences cyber, c'est bien ce qu'on a cherché à faire, c'est réussir à orienter la mécanique de gestion des flux de financement européen. Et si vous regardez bien, le règlement permet, et c'est un petit peu exceptionnel, de ne pas intégrer des États tiers, donc des États extra-européens, dans cette mécanique de financement. Et c'est un signe, je crois, de ce qu'on essaye de ne pas être trop naïf sur ce sujet-là. Anne Le Henhoff, la solution, elle vient effectivement de ce soutien organisé, alors européen, ou sous d'autres formes. Je pense évidemment à ce que peut faire par exemple la BPI, ce genre de système qui peut venir faire la courte échelle à de plus petits. C'est vraiment ça qui va fonctionner, qui va permettre l'émergence de champions tricolores? Oui, effectivement. En fait, nous sommes dans
dans une période de transition, c'est-à-dire nous sommes en train d'organiser la filière, si je puis m'exprimer ainsi. On ne peut pas, l'État ne peut pas le voir que sous un angle industriel, bien que ce soit essentiel. Évidemment, c'est prioritaire et il y a des plans. Il y a eu le plan de relance, il y a le plan France 2030 et il y en aura d'autres encore. Jean-Noël Barrot en parlera cet après-midi devant vous. Mais la filière est en train de s'organiser. Effectivement, il y a un échelon européen, un échelon national. L'idée, c'est de descendre, vous l'aurez bien compris, en tout cas c'est ce que je défends moi comme modèle, plus finement sur le territoire, et les moyens nationaux parfois ne sont pas suffisants pour le permettre, mais au niveau régional, c'est par contre le cas avec les centres de réponse à incidents qui sont en train de se développer un petit peu partout, ce qu'on appelle les CCIRT, en Bretagne et partout ailleurs. C'est l'échelon régional. C'est insuffisant. Je pense qu'il va falloir descendre encore plus finement. Je vais parler de mon département, le Morbihan. Ce que je remarque, c'est que quand le représentant de l'État s'approprie ce sujet, ce qui est le cas dans le Morbihan, le préfet s'est mis au milieu de l'écosystème cyber morbihanais. Ça fonctionne. On est au début. Moi, j'attends de voir les preuves. Mais je suis plutôt confiante. C'est-à-dire que le préfet s'est dit, eh bien, puisque c'est un enjeu stratégique, il en va de l'avenir des entreprises. Il faut qu'on accompagne les collectivités locales. C'est moi qui vais donner le là dans mon département. Et ça, moi, je valide à 100%. C'est ça qui va permettre le passage à l'échelle à un moment donné. En tout cas, c'est une expérimentation. Il ne faut pas le négliger. Plus on descend finement et plus on répond à des besoins sur les territoires. Et le préfet, avec un écosystème autour de lui, qui soit universitaire, les technopoles, les gendarmes, la police, les entreprises spécialistes de la cybersécurité, tous ces gens sont autour de lui pour accompagner chaque acteur du territoire. Et on le voit, il y a les hôpitaux, l'université, des communes sont cyberattaquées très régulièrement. Donc, moi, je trouve que cette organisation-là, de descendre finement, ça ne veut pas dire qu'on enlève des compétences au niveau national, pas du tout. Ça veut dire qu'on applique ce qui est finalement décidé et la feuille de route fixée par le national, par l'ANSSI notamment, qui reste le référent au niveau national de la sécurité des territoires y compris. D'une certaine manière, si je vous écoute bien, on resserre les mailles du filet, hein. On descend à l'échelon local, donc on se protège au plus près. Et pour moi, c'est une réponse effectivement aux inquiétudes de monsieur, qui est que comme nous avons des acteurs locaux, tout industriel ne peut pas répondre au marché européen, aux appels d'offres, au marché public européen ou les grands groupes industriels français ou internationaux. Il y a sur les territoires des victimes tous les jours et il faut aussi s'en préoccuper. Donc ça permet notamment au tissu industriel local, donc les petites pépites, les start-up, les TPE, PME du domaine de la cybersécurité, de rester sur leur territoire travailler et d'accompagner les victimes de cyberattaques. C'est ainsi que je vois, en tout cas, ces évolutions et ça fonctionne plutôt bien. Allez, je ne suis pas sûr qu'avec ce plan-là, Emmanuel Macron aura sa licorne cotée en bourse en 2030, en fait. Trois. La réalité, quand même, c'est que si on veut faire émerger des acteurs, il y a quand même un exemple dont on pourrait s'inspirer, alors pas forcément les États-Unis, mais qui est Israël, en fait. Pour le coup, c'est un tout petit pays, beaucoup plus petit que la France, et qui a pourtant une industrie du logiciel, en particulier dans le domaine de la cyber, qui est extrêmement novateur, exportateur, et qui réussit très bien. Donc il y a peut-être là aussi des modèles dont on pourrait s'inspirer. Mais la consolidation part peut-être du territoire, c'est ce que vous vouliez dire. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Je pense que justement, en termes de modèle, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de suivre un modèle et le mix, je dirais, à ces tendances, mix énergétique, etc. Donc au niveau du numérique, c'est exactement la même chose. Le tissu industriel et le profil des entreprises françaises dans le domaine de la cyber, accompagnés par des plans d'État, par les acteurs du territoire, n'empêche pas de faire émerger des licornes. Je pense qu'il faut au contraire cette diversité pour répondre finalement à ce pourquoi nous sommes ici, faire en sorte que les organisations françaises ne soient pas cyberattaquées. N'oublions pas le client final. Le client final, c'est celui qui est victime. Voilà comment on se positionne. Donc il faut qu'on puisse accompagner ces victimes et c'est pour ça que nous sommes là, en fait. Qu'on soit licorne ou qu'on soit start-up. Yann Bourgeaud, finalement, est-ce qu'on doit être autonome ? Est-ce qu'on le peut vraiment aujourd'hui ?
Est-ce qu'on peut être autonome? Enfin, moi, je reviendrai. La partie business, c'est très important ce que vous venez de dire. Finalement, on a des patrons en face de nous. On est là pour faire du business. On est là pour assurer que derrière nos usines et nos systèmes d'information fonctionnent. Sans cela, on ne peut pas sortir un devis, réaliser un produit, etc. Et on ne peut pas payer les salaires de nos employés. Et c'est vrai chez Monsieur comme c'est vrai dans nos équipes. Donc, il nous faut les meilleures solutions aux meilleurs endroits dans les infrastructures. Si elles sont françaises, je pense qu'il faut prendre cette responsabilité de mettre du français. Si ce n'est du français, du souverain, enfin en tout cas de l'européen, si ce n'est pas que français. Ce qu'on a fait chez Schneider, on continue de le faire. Je pense que c'est aussi une prise de risque, mais c'est aussi notre responsabilité, en tout cas de citoyen, de se dire que oui, ces sociétés-là, finalement, elles ont beaucoup investi. Je sais que vous avez beaucoup investi pour être qualifié par l'ANSSI. Vous savez que c'est un parcours qui est long. On l'a fait aussi, nous, côté Schneider, et on ne l'a pas fait sur toutes nos gammes de produits. C'est un parcours qui est très long. On espère que demain, ces certifications et qualifications seront européennes et puis que ça va donner le là pour l'ensemble des géographiques. Après, on ne peut pas, nous, chez Schneider, certifier ou qualifier un automate sur 500 références dans 150 pays. Donc, comprenez bien, parce qu'après, le retour sur investissement, il n'est pas là. Pour autant, en France, on essaie de montrer l'exemple sur ces produits-là. Vous avez peu d'automatismes ou de produits de distribution électrique qui sont certifiés ou qualifiés par le gouvernement en France. Mais à minima, l'acteur français comme Schneider se doit d'avoir ses certifications et ses qualifications. Donc ça, c'est un gage de confiance. Ça rassure les chefs d'entreprise en face de nous. Ça rassure aussi le end-user, l'utilisateur final, qui, dans son usine automobile ou de fabrication X ou Y, va plutôt mettre du produit français qui aura ses certifications ou ses qualifications. C'est ce que vous avez fait pour vos solutions. Donc en ce sens-là, à partir du moment où on va choisir la solution, s'il y en a une qui est française et qui en plus est certifiée ou qualifiée par le gouvernement, je pense qu'il faut oser et mettre du français, clairement. Oui, c'est ça le mot de la fin peut-être, Yves Verhoeven. Il faut oser et l'ANSSI sera derrière pour assurer qu'effectivement le produit est validé et compatible. Oui, pleinement. C'est notre conviction. Ces travaux de certification qui sont évoqués, c'est des travaux qu'on mène depuis longtemps, pour lesquels on se bat. Et à l'heure actuelle, on se bat même avec la Commission européenne pour faire en sorte que les schémas européens sortent, puisqu'on a des schémas qui sont prêts, qui sont sur étagère et qui tardent à sortir. Donc nous, on ne demande que ça pour permettre à nos entreprises européennes et avant tout françaises, bien évidemment, de pouvoir accéder à un marché le plus uniforme complet. Et puis, je voudrais dire un mot pour dire que je rejoins pleinement ce qui a été dit sur le fait qu'on a besoin de chercher ce trait d'union entre le très local et la compétition internationale. Et on ne peut pas négliger l'un au profit de l'autre. Les deux font partie des efforts qu'on doit réaliser. Et on est face à un continuum qui n'est pas forcément évident, qui ne saute pas forcément immédiatement aux yeux. Mais c'est bien aussi par l'ancrage très local qu'on pourra justement se faire les porteurs d'une notion locale en matière de cybersécurité et donc nationale. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre, Olivier Dellenbach, Yann Bourgeault, Yves Verhoeven, Anne Le Henorf d'avoir été avec nous pour ce débat consacré donc à la souveraineté et aux atouts de la France. Oui, vous pouvez les applaudir.